À tous et à toutes, ça attaque. J'espère que tout le monde va bien. Bon, j'essaye de tout régler. Voilà, on est bon. Je commence beaucoup plus tôt aujourd'hui parce que je dois partir à 13 h. À 13 h, il faut que je parte parce que j'ai une visite de biens immobiliers et que donc je suis obligé d'y aller. C'est le devoir qui m'appelle. Devoir qui est, n'est-ce pas, plus important que toi. Désolé de te le dire de façon un peu abrupte, mais des fois, il n'y a que la vérité qui fait office de bonne explication. Donc, c'est une émission un peu spéciale que je vais faire aujourd'hui. D'abord, je compte beaucoup sur toi et ton interaction. Il faut absolument pas que tu hésites à me parler parce que, en toute franchise, ce matin, je suis allé chercher du matériel pour un chantier de la semaine prochaine. Pour tout te dire d'ailleurs, des boîtes à clés. Oh, le sacrilège dans ma bouche, quoi, tu vois. Des boîtes à clés pour la semaine prochaine. Et donc, en fait, si tu veux, j'ai une matinée bien remplie. Je me suis occupé, putain, vous n'allez pas le croire, je me suis occupé de ce mur. Est-ce que je vais y arriver? Dieu seul sait, parce que j'ai une ambition particulière pour ce mur. Je ne veux pas le faire repeindre. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Je me suis pris un petit peu de thé, n'est-ce pas? Un petit peu de thé dans cette magnifique mug qui nous fait un peu de pub aussi au passage. Donc, bien évidemment, Lotier, hein, si je commence par un petit quart d'heure publicitaire, Lotier, c'est une agence de mandataires nationale que tu peux rejoindre. Il te suffit d'aller sur Google et de taper Lotier. Bon, on va pas le taper parce qu'en fait, on l'a en mémoire normalement. Non, on l'a pas en mémoire. Bon, alors on va le taper alors. Pourquoi je n'ai pas le clavier qui sort? Ça, c'est nouveau. Ah, on a un bug. Ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas un bug. C'est toujours comme ça. Alors, je peux rien taper. Ah, c'est super. Ah, bon, alors désolé, petit bug. Il faut aussi que je le règle. Bluetooth, souris, clavier et stylet. Touchboard. Eh bien, pourquoi ça ne marche pas? Ben oui, mais j'ai pas que ça. Je voudrais un clavier intégré, tu vois. C'est bizarre que j'ai mon clavier qui ne marche pas. Je peux pas. Ce qu'on fait dans ces cas-là, je suis un adepte de ça. Je quitte et je refais. Désolé, on a un bug. On va y arriver. Bon, écoute, je devrais avoir accès au site au travers de ce magnifique raccourci. Pour l'instant, je ne suis pas là. Il ne faut pas m'en vouloir. Non, mais toujours pas en plus. C'est quoi ce barouf? Pourquoi quand je clique, j'ai pas de clavier? Bon, c'est magnifique. Si tu m'en veux pas, on va redémarrer. Parfois, c'est la meilleure chose à faire. On a un bug. Ce sont des choses qui arrivent. Quand ça bug, tu redémarres. Donc, je te disais que tu peux rejoindre Lotier en allant sur le site lotierimmobilier.com si tu veux être soit mandataire, soit si tu cherches des biens immobiliers. J'ai donc une visite à 14 h d'un bien dans le 13. Je vais à Martigues. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y en a certains qui doivent se dire, il est tout le temps à Martigues. D'ailleurs, j'ai oublié complètement de me mettre vos commentaires. Parce que si je ne les ai pas, je ne les verrai pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de ceux qui ont de l'argent et de ceux qui n'en ont pas. C'est un sujet qui m'intéresse. J'ai eu idée de ce sujet hier soir. Donc, on va discuter de ça. On va attaquer dans 2 secondes. Ne vous inquiétez pas. Ça laisse un peu le temps à tout le monde d'arriver. Salut Thomas, salut Sandra, salut Pascal, Jean-Pascal, salut Oriane, salut Hervé, salut Sylvain. Merci qui a tué Kenny. Ça m'arrange que tu commences plus tôt. Merci. Ah, le fameux mur. Oui, Hervé. Mais je vais m'en occuper de ce fameux mur. Donc, j'ai un problème ici. J'ai le chat qui apparaît pas. J'ai des bugs aujourd'hui. Alors, j'ai des bugs. Pourquoi? Je sais pourquoi aussi. Je vais pas vous mentir. J'ai une vidéo importante qui est en train de se mettre en ligne en parallèle. Donc, j'ai pas le choix que d'avoir ces bugs. C'est un peu normal. Si ça saccade de votre côté, ne m'en voulez pas. Là, par contre, sur l'écran, le bug du clavier n'est absolument pas normal. On va voir si… Ah, voilà, tu vois, il suffisait de redémarrer. Donc, tu tapes Lotier. On ressort dans les premiers en moteur de recherche. Regarde, c'est pas beau ça? Regarde, on est référencé, d'accord? Tu cliques sur Agence immobilière d'investissement et tu rentreras sur le site Lotier et tu vas avoir toutes les informations. Pour ceux qui veulent… Alors, les biens immobiliers n'apparaissent pas sur le site pour l'instant. À un moment donné, on les avait mis, mais je n'aimais pas du tout comment c'était. Et là, tu as un bouton pour nous rejoindre pour ceux qui veulent basculer de l'autre côté. OK, bon, ça, c'était le quart d'heure ouverture promotionnelle. Je vois vos commentaires.
Sinon, pour le sujet du jour, je dirais l'important, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce qui te reste à la fin du mois. Donc, épargner, investir et recommencer. Ah, c'est très intéressant. C'est le sujet d'aujourd'hui. Effectivement, tu as raison de venir sur le sujet, Hervé. Recentre-moi. En plus, c'est quelque chose dont j'ai besoin d'être recentré. Je suis quelqu'un qui part facilement dans tous les sens. On va effectivement parler de ce sujet et tu as raison. C'est effectivement une des démarches qui est la plus courante actuellement et c'est sûrement une des démarches qui est la plus, comment dirais-je, qui est la plus adoptée par les Européens. On va dire que fondamentalement, d'ailleurs, moi je crois qu'on a tous les mêmes problèmes, peu importe nos régions du monde, dans le monde. Je ne parle pas de nos régions nationales, je parle des régions internationales, donc des pays, peu importe nos pays d'origine, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, je pense que tout le monde, dans tous les pays du monde, il y a partout des gens il y a beaucoup de gens partout qui ont des problèmes avec l'argent. Pourquoi je pense ça? Parce que je ne crois pas qu'il y ait particulièrement un pays, comme par exemple, souvent on va avoir tendance à dire aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là, et on va en parler. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas qu'aux États-Unis, il n'y ait pas plus. Enfin, c'est pas qu'ils ont moins ou plus de problèmes que nous, c'est que tu vas le voir. Pour moi, justement, ils n'ont pas la même démarche vis-à-vis de l'argent, et c'est essentiellement là qu'il va se trouver la différence. Donc, l'émission d'aujourd'hui, elle va se dérouler en 2 temps, parce que comme vous l'avez compris, on a une émission limitée, parce que je dois partir à 13h, donc je risque d'éteindre à 13h moins 10. Dans un premier temps, je vais t'expliquer mon propos. Je vais te donner ma vision des choses. Ça reste un échange. Ces émissions sont en direct. Si tu les regardes en diffusé, ben voilà, c'est normal que tu puisses pas échanger avec moi. Mais là, tu me poses tes questions. J'ai accès aux commentaires. Si tu es sur Facebook, si tu es sur Instagram, viens sur Immobilier Compagnie sur YouTube. C'est là où je vois tes commentaires. Pensez à liker, pensez à partager. C'est ce qui m'aide le plus. Et on y va. Merci à tous ceux qui prennent le livre en ce moment. Il y a une recrudescence d'achat du livre. Ça me fait très plaisir. Devenir riche sans argent. On travaille toujours sur le prochain. Il y a énormément de travail. Et pour tous ceux qui me posent des questions sur le livre, sur les SCI, sachez que je profiterai, à mon avis, de la sortie du prochain livre pour aussi publier au format papier le livre sur les SCI, ce qui fait qu'on aura 3 livres à notre actif, ce qui est déjà pas mal. OK? Donc, maintenant, on va parler de cette situation, de pourquoi il y a une fracture. Et pourquoi, surtout, je vais quand même vous dire quelque chose, cette fracture, parce que vraiment ici, je vais employer ce mot qui est fort, fracture. Il y a une fracture et qui va s'accentuer, notamment à cause du Covid, entre ceux qui vont avoir de l'argent et ceux tout simplement qui ne vont pas en avoir. Alors, je veux d'abord qu'on soit bien d'accord parce que je ne sais pas comment je vais dire ça, mais je crois que déjà, il y a une forme d'incompréhension à mon sens entre ce à quoi consiste avoir de l'argent et ce qui consiste à ne pas en avoir, justement. Donc, je vais t'expliquer d'entrée de jeu. J'ai entendu ça, d'ailleurs, c'est une vidéo que je voulais faire et que je pense que je ferai. Cet été, je vais partir en vacances, hein, comme tout le monde. Donc, je pense que je vais préparer une série de vidéos régulières pour remplacer mon absence sur la chaîne, des vidéos qui resteront sur la chaîne en ligne. Et je te ferai une analyse d'un mec, d'un monsieur, pardon, un mec, c'est un peu vulgaire, désolé, d'un monsieur que j'ai entendu il y a quelques temps de ça. Je vais retrouver l'interview et je vous ferai cette vidéo. Et ce monsieur expliquait une chose qui m'a profondément marqué et que je crois. Il disait, aujourd'hui en France, il y a énormément de gens qui gagnent de l'argent, mais qui en réalité n'ont pas d'argent. Et Hervé, contrairement à ce que tu disais, pour moi, c'est pas une question d'épargne et d'investissement, etc. C'est une question toute simple. Regarde, moi, à mon époque, dans les années 80, quand j'étais enfant, comme sûrement la plupart des gens qui me regardent ici, c'est très simple. L'hiver, j'allais au ski. L'été, j'allais à la plage. Et dans l'année, on avait des activités. Et quand je dis, oh là là, j'ai fait un peu n'importe quoi, désolé. Quand je dis des activités que je mets un S, je sous-entends, et je veux vraiment l'écrire, par exemple, il y avait plein d'années, et je me rappelle de plusieurs années d'affilée, où j'allais au ski, j'allais à la plage, j'allais à Euro Disney. L'année d'après, j'allais au ski, j'allais à la plage, j'allais en Angleterre. Alors, tu vas me dire, et je l'explique dans mon livre, mon père, mes parents avaient de l'argent. C'est une réalité que je ne peux pas occulter dans ce discours. Mais il y avait une majorité de gens qui déjà arrivaient à faire juste ça. Aujourd'hui, j'aimerais juste te demander une chose. Tu as plein de gens qui aujourd'hui travaillent et gagnent de l'argent. Ils ont un revenu, ils ont un salaire. Je te donne juste un exemple. Hein. Tu prends le SMIC, je fais une cote mal taillée, tu prends à 1 300 €, tu fais x2,
Tu prends une famille, donc ça fait qu'une famille, elle va gagner, si les deux sont au SMIC, 2600 euros. Tu vas avoir un ou deux enfants, peu importe le nombre d'ailleurs. 3 ou 4 personnes, d'accord, on va le faire comme ça, mais avec 2600 euros, 3 ou 4 personnes et un foyer à financer, s'il n'y a rien à côté, s'il n'y a que les 2500 euros, ben regarde, je t'ai mis dans la case de tu n'as pas d'argent. Pourquoi? Parce que c'est une réalité qui est dure à entendre. Ça va être très difficile d'arriver à faire ça. Je ne dis pas que c'est impossible. Attention, il y a des gens qui, avec 2500 euros, en maîtrisant leur budget, je vais te dire un truc qui va peut-être te faire rire. Moi, à mon époque, mes parents, ils n'ont jamais acheté de gruyère râpée. Mes parents n'ont jamais acheté de gruyère râpée. Aujourd'hui, tout le monde a un sachet de gruyère râpée dans son frigo. Mais un sachet de gruyère râpée, ça coûte beaucoup plus cher qu'un bloc de gruyère que tu râpes toi-même. Est-ce que les gens réalisent réellement leurs dépenses? C'est pas le sujet de l'émission, mais ce que je veux te dire, c'est que notre consommation, elle a évolué parce qu'on travaille plus qu'avant. On dépense l'argent différemment. Et la vérité, c'est que c'est malheureux, mais tu as des gens qui bossent, qui vont avoir des revenus comme celui-là, des revenus qui sont, à mon sens, pas très élevés, mais qui sont quand même des revenus. Et malgré tout, je pense que malgré que tu aies un revenu, même de 1300, 1400, même 1500 euros x2, si tu as un foyer à maintenir, eh bien, en réalité, tu ne gagnes pas d'argent pour la simple et bonne raison, c'est que au niveau de tes loisirs, parce qu'ici, je veux qu'on soit très clair, on est dans la case loisirs. Les loisirs, c'est vraiment ce qu'on se paye en plus. Eh bien, c'est limité. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est un premier point que je voulais aborder avec toi. Je bois mon thé parce que ça me fait du bien. Je ne pourrais pas le boire dans la voiture, donc voilà. La France a la culture de l'épargne. Les USA ont la culture de l'investissement. Effectivement, Oriane, c'est ce dont on va parler tout à l'heure. Hello, la compagnie. D'ailleurs, on parle de culture de l'argent. C'est intéressant. Le dollar est-il une culture? L'argent est-il une culture? On va en parler, Oriane. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Avant qu'on aille sur justement, effectivement, cette comparaison, par exemple, alors moi, je ne vais pas parler d'Américains ici. Je vais parler d'Anglo-Saxons et je ne vais pas parler de Français. Je vais parler d'Europe. Et il y a des explications. Il y a des explications. Mais ça ne va pas tout expliquer et tu vas voir que malgré tout, comme je te disais tout à l'heure, anglo-saxons comme européens et comme même, on pourrait même dire eurasiens parce que au niveau de la Chine est vraiment un pays. Alors tu vois, je veux dire, d'ailleurs, on va en parler après. Je ne vais pas m'étaler, on va en parler après. Bref, ce que je veux te dire, c'est que donc, comme tu l'as compris, pour moi, la première chose que je veux définir aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent mais qui n'en ont pas et il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Et il y a des gens qui vont avoir de l'argent. Je parle depuis le début de fracture, qui est, à mon avis, qui va être aussi une des grandes conséquences du Covid. Le Covid va avoir un effet d'amplificateur. Il va venir appuyer très fort sur un sujet qui fait très mal, qui n'est pas très agréable, qui est justement une fracture sociale. Il va augmenter la distance. En fait, voilà. Avant, il y avait déjà une fracture qui avait, on va dire, cette taille-là. Eh bien, le Covid, il va avoir un effet. Regarde, je vais te le faire en jaune. On fait un de cette couleur. Il va venir augmenter ces lignes. Il va venir manger ici en plus. Il va augmenter la taille de la fracture entre ceux qui n'ont pas d'argent et ceux qui en ont. Tu vas te retrouver d'un côté avec des gens qui vont avoir beaucoup plus d'argent suite au Covid. Et tu vas avoir des gens ici, soit qui vont stagner, voilà, soit qui vont baisser au niveau de leurs revenus. Hier, je t'ai fait une émission sur les APL, ça en est typiquement une des conséquences. C'était logique, hein. On va commencer à les taper dans ce qu'on donne et c'est normal. On a tout à fait conscience de la situation. On ne peut pas faire comme si nos dirigeants n'étaient pas au fait de ce qui se passe. Ils vont commencer à venir taper dans tout ce qu'on distribue qui, entre nous, est peut-être un petit peu trop. C'est mon opinion personnelle. Mais après, voilà, on a aussi les avantages de cette politique, donc il ne faut pas cracher dans la soupe. Bref, ils vont venir taper là-dedans, ce qui est à peu près logique par rapport aux conséquences de l'argent qu'ils auront distribué. Et le fait de venir taper là-dedans, ça va aussi accentuer cet écart, cette fracture. Le Covid ne t'y trompe pas. Il va vraiment… Regarde, je vais te donner juste un exemple qui est facile à comprendre. Regarde l'industrie pharmaceutique. Voilà, je veux dire, si tu as un ami ou une amie qui est pharmacien, et je ne te parle pas pharmacien employé, je te parle pharmacien propriétaire d'une pharmacie. Discute avec lui 3 secondes, parle-lui de la crise du Covid et tu vas voir que clairement, il y a eu 2 univers qui n'ont pas vécu la crise de la même façon.
les pharmaciens, c'est vraiment l'exemple que tout le monde, même un abruti, pardon, excuse-moi, mais est capable de comprendre. C'est-à-dire que même ceux qui me diront « Non, Nicolas, ce que tu dis est pas vrai », il suffit que tu leur dises « Ah ouais, vas-y, explique-moi comment ça s'est passé pour les pharmaciens ». Et là, ils sont obligés de reconnaître que oui, effectivement, les pharmaciens, eux, ont tiré leur épingle du jeu. Mais il n'y a pas que. Pharmaciens, tout ce qui est commerce de première nécessité, alimentaire, va parler pareil avec des propriétaires de supermarchés et tu vas voir qu'on est dans une partie financière qui te dépasse complètement. Alors, qu'est-ce que c'est gagner de l'argent? Si, et je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur la chaîne sur qui sont les riches, et il le dit très bien dans sa vidéo, et ça, j'ai beaucoup aimé. Il te montre en fait l'écart énorme. C'est-à-dire qu'en France, on est là à parler du SMIC de 1 300 €, tandis qu'ici, tu as des mecs qui commencent à gagner de l'argent à partir de 10 000 € par mois. Et si tu veux, quand tu as un écart x10 entre deux types de revenus, et encore, on est ici dans les niveaux les plus bas des gros revenus, là, tu te dis, effectivement, le mec, il gagne 1 300 et l'autre, il gagne 10 000. D'ailleurs, le geste est presque ironique. C'est pas la même, tu vois. Donc, pour moi, vraiment, clairement, il y a cet écart qui va se creuser, s'appuyer et qui va être amplifié par le Covid. Après, attention, on est dans un moment historique. Je connais pas l'avenir. Moi, je pointe du doigt une chose que j'observe actuellement, qui va entraîner une évolution que je ne connais pas et à laquelle on a quand même moyen, effectivement, d'anticiper ou en tout cas de se préparer. Donc, je vais vous parler maintenant, effectivement, on va glisser tranquillement. Je prendrai vos questions après. Vous me posez vos questions, j'y réponds ensuite, vous avez l'habitude. Je regarde où en est la vidéo, elle en est à 70%. Donc, ça veut dire qu'il y a encore 30% avant que ça redevienne normal pour la vidéo si jamais ça lag un peu. Désolé, mais j'ai pas le choix. Bientôt, pour ceux qui sont connaisseurs et qui ont vu un petit peu les bugs du début de ces lives, bientôt il va y avoir une mini baie de brassage ici. Bon, je sais pas trop ce que c'est, enfin si je sais ce que c'est, mais voilà, je pense que ça va avoir des bonnes conséquences et tout va être connecté en série directe. Donc il y aura un meilleur débit, une meilleure image, tout va être mieux. Voilà, désolé, en attendant, il aura fallu le temps de tout organiser, ça n'a pas été simple. Bref, on revient au sujet. Donc on va ici écrire Europe parce que pour la compréhension. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? On va pas faire ça. Vous avez raison. Enfin, vous n'avez pas raison parce que c'est moi qui viens de me rendre compte, mais on va le faire comme ça. On va vraiment faire un spectre de gauche à droite des extrêmes. Et je vais mettre ici l'Asie, je vais mettre ici l'Europe et je vais mettre ici les anglo-saxons. Ils ne rentrent pas parce qu'ils sont c'est grand écrit. Je vais la refaire parce que sinon tu ne pourras pas lire et j'ai quand même envie que ce soit propre. Hein? On va mettre ici les anglo-saxons. Et effectivement, on va discuter un petit peu de ces différences. Alors, c'est intéressant, Oriane, ce dont tu parles de culture. Moi, je suis à peu près d'accord avec toi. Je parlerai aussi, donc, non seulement de culture, mais aussi de connaissance. Je pense qu'aussi, mais ça c'est lié en fait, c'est la même chose. La culture, c'est aussi une forme de connaissance. C'est-à-dire que on va aussi parler finalement du rapport et de l'intérêt qu'on peut avoir à l'argent parce que c'est très lié, à mon humble avis, aussi à ces différentes parties. On a tendance à souvent dire qu'en France, on est un pays d'épargnants, d'accord? Mais pour moi, les gros épargnants, ça reste la Chine. La Chine, pour moi, ils sont plus épargnants que nous. Mais, il y a un mais, parce que c'est ce qui fait aussi que les Chinois sont très… Alors, attention, il n'y a rien de péjoratif dans ma bouche. Je désigne ici des pays, je ne veux pas que vous commenciez à dire gna 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 gna. Pour moi, c'est vraiment… j'essaye de tirer des grandes lignes et d'en tirer des conclusions financières. Vous ne me prêtez aucun propos d'aucune quelle sorte qui peuvent être. C'est juste pour une histoire de compréhension qu'on a ces termes là-haut. J'espère qu'on est bien clair et d'accord. Donc, ce sont des épargnants, mais surtout, et ça c'est vachement important, ce sont des joueurs. Et j'insiste sur ce point-là parce que qui dit joueur dit prise de risque. Et du coup, c'est un petit peu paradoxal d'ailleurs, c'est très paradoxal, mais cette donnée-là, à mon sens, elle est ultra importante et elle va marquer, pour moi, une réelle différence avec l'Europe. L'Europe, la spécificité de l'Europe, c'est qu'on est des épargnants et on est toujours sur la sécurité. On est vraiment en extrême opposé sur cette deuxième ligne par rapport à d'autres pays, à d'autres cultures.
au niveau de notre rapport à l'argent. Un Européen, un Français, il va préférer garder son argent, attendre de voir si tel ou tel support rapporte de l'argent et il va rentrer quand il sera sûr de lui. Sauf que le problème de ce comportement-là, c'est que souvent quand tu rentres, c'est déjà trop tard. Parce que, comme tout le monde le sait maintenant, quand ton coiffeur te parle du Bitcoin ou quand Nabila te fait un snap sur le Bitcoin, c'est qu'à mon humble avis, c'est déjà mort. Et donc, si tu veux, la réalité, c'est que l'aspect joueur ici va marquer une différence. Et on va finir avec le système anglo-saxon et je vais rejoindre Oriane. Ici, on est plus sur des investisseurs, mais, et c'est ce qui marque la grosse différence, qui sont joueurs en plus. Les Américains sont très joueurs. D'ailleurs, il y a une expression aux États-Unis, je ne te la dirai pas en anglais parce que je ne la connais pas, mais ils payent pour voir. C'est quelque chose que tu entendras beaucoup aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Ils ont cette culture de « je paye pour voir ». C'est-à-dire que réflexe, tu leur parles d'un truc, ça les intéresse, je paye pour voir. C'est absolument pas notre culture. Et à l'inverse, les Asiatiques sont joueurs, mais ce n'est pas… Je pense que les Asiatiques… Voilà, pour moi, au niveau de l'Asie, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que ils peuvent être très distants avec une chose et ne pas s'y engager. Après, c'est des grandes lignes. Ça ne veut pas dire que ce que je te dis est parole d'évangile. C'est des grands traits de caractère. Mais quand ils vont être engagés sur quelque chose, ils peuvent faire un gros tapis et tout mettre sur la table et t'écraser relativement rapidement parce qu'ils sont très bons et surtout très bosseurs. Je pense aussi que notre rapport à l'argent, il est lié, donc dans un premier temps, à notre rapport à l'argent. Mais je vais effacer ce que j'ai écrit en bas, vous ne m'en voulez pas. Si jamais il y en a qui notent, eh bien, ils iront en arrière. Il y a aussi pour moi un autre rapport auquel on ne parle pas assez et qui vient ici contrebalancer ce rapport à l'argent. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui n'en ont pas, notamment dans notre pays. Et pour moi, j'ai pris une autre couleur, c'est le rapport au travail. Donc, en Asie, ce sont des gros travailleurs. Voilà. Aux États-Unis, ce sont des gros travailleurs. Alors, à chaque fois, je te dis le mot Amérique, États-Unis, parce que c'est un raccourci, mais on est d'accord qu'on est dans les pays anglo-saxons. Les anglo-saxons sont des bosseurs. Je te donne deux exemples, qu'il s'agisse des Asiatiques ou qu'il s'agisse des anglo-saxons. Tout le monde a en tête cette image du restaurant asiatique avec les parents qui travaillent et les enfants dans un coin qui sont là à jouer très tôt dans le restaurant parce que les parents finissent très tard et qu'ils restent avec leurs enfants. Bien sûr, c'est un stéréotype. Bien sûr que c'est pas toujours comme ça, mais on l'a tous déjà vu au moins une fois ou plusieurs fois dans notre vie. Donc, on sait très bien comment ça se passe chez eux. Et pour mon cas, pour être avec une Asiatique, je peux t'assurer que le boulot, c'est le boulot. Pareil, aux États-Unis, quand tu travailles aux États-Unis, tous ceux qui vivent aux États-Unis t'expliqueront que là-bas, c'est normal que le week-end, tu consultes tes mails, tu travailles, tu réponds. Nous, je suis désolé de te le dire, on est le pays des RTT. On est le pays des 35 heures. On est le pays de ceux qui ne veulent pas forcément travailler. On n'a pas une culture du travail. Et tu peux me dire le contraire. Et je suis très curieux de voir tes réactions. Il n'y a aucun souci. Mais ton rapport à l'argent est aussi lié à ton rapport au travail. Pourquoi? Et je vais t'expliquer, c'est très simple. Parce que quand tu bosses, jouer finalement, c'est pas très grave. Quand tu es un bosseur, le fait de jouer, de parier, de payer pour voir, tu te dis, de toute façon, l'argent que je ne vais pas encaisser là, je vais le regagner d'un autre côté. Et il y a toujours un moment comme ça où tu vas pouvoir te dire, ben, en faisant ça, je compenserai la perte de là. Donc, je peux me permettre de le faire. Et cette réflexion qui est pour nous capée par notre mode de travail, quelque part, nos revenus sont capés. Juste un exemple encore. Regarde, tu vas comprendre. Et c'est vraiment très lié. Et c'est là où, pour moi, tu vois, par exemple, le débat présidentiel qu'on va avoir, que je vais couvrir, j'ai pris la décision hier, en fait, en te parlant, je vais le faire, ça va être intéressant. Nos revenus sont capés. Par exemple, ici, en Europe, en France, je vais parler de la France, tu ne peux avoir qu'un seul travail. Tu ne peux avoir qu'un seul travail. Tu ne peux pas avoir plusieurs emplois. Si tu as plusieurs emplois, ça veut dire que tu travailles au black. Et il y en a qui le font, et c'est OK, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est pas normal. Pourquoi on n'a pas la liberté d'avoir plusieurs emplois? Pourquoi je ne peux pas cumuler les emplois? Pourquoi, si j'ai envie de travailler 120 heures par semaine, je ne peux pas le faire? Aux États-Unis, c'est très régulier qu'il y ait plusieurs emplois. Dans les pays asiatiques, c'est très régulier qu'il y ait plusieurs emplois. Regarde, je vais te donner une réflexion très simple et j'aimerais juste que tu y penses en fait. Imaginons que tu aies deux boulots. Tu as deux boulots. Alors, il y a des manières en France d'avoir deux travail, on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant, ça fera un parallèle avec Lotier, par exemple. Mais on va en parler. Il y a des moyens en France d'avoir deux boulots, mais c'est quand même… Voilà, c'est particulier, mais tu vas comprendre. Imaginons que tu aies deux travails et que dans ta vie,
tu gagnes 2 fois 1300 euros. Donc, c'est-à-dire que je suis même pas là à te dire, voilà, on ne parle pas de revenus de ouf, tu vois. Tu es juste une personne qui gagne 2 fois 1300 euros. Il n'y a rien d'anormal. Imaginons que, regarde, on va faire un trait comme ça. On va dire que ton train de vie personnel, je prends une personne normale, il est couvert ici. Donc, on va écrire train de vie. OK, ça, c'est ton train de vie pour 1500 euros. Et je vois large, hein. Pour 1500 euros, tu as payé tout ce que tu as payé. Loyer, bouffe, faux frais, électricité, tout ce que tu veux. Tu es d'accord avec moi? Donc, ça veut dire que ici, déduction faite de tout ce que tu as payé, si tu es d'accord avec moi, il nous reste 1100 euros. C'est 1100 euros, d'accord? Ça te fait quelque chose comme, on va virer les 100 euros comme pour les aléas, ça te fait quelque chose comme 12 000 euros par an sur un compte, dont en soi, finalement, si tu es d'accord avec moi, tu n'as pas besoin. Et donc, tu sais que fois le nombre d'années, tu les as tous les ans, puisque tu t'es habitué à vivre comme ça, et tout est OK. La vérité, c'est que, regarde, si tu as 2 boulots comme ça, 2 sources de revenus, et que tu peux mettre 12 000 euros, par exemple, sur, je te donne un exemple au hasard parce qu'il est facile, les crypto-monnaies, l'immobilier, la bourse, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Non seulement tu vas augmenter tes revenus sur les points, sur les postes sur lesquels tu vas gagner de l'argent. Alors ça, tu vas me dire, tu peux en perdre aussi, c'est une réalité et je suis d'accord avec toi. Mais potentiellement, tu vas gagner de l'argent. Et surtout, il y a un deuxième élément qui est intéressant, c'est que tu ne vas pas avoir de problème à mettre cet argent là-dedans parce que tu sais que de toute façon, ton système avec 2 revenus te permet comme ça de pouvoir miser, de pouvoir payer pour voir ce que nous en France, mais malheureusement, avec notre système, nous ne favorisons pas. Et c'est marrant parce que souvent, dans tout ce qui est politique et tout ça, on va te parler ou des 35 heures ou de tout un tas d'éléments, de mesures pour venir endiguer ce phénomène, où on va même te dire oui, il faut taxer l'immobilier parce que l'argent est immobilisé, mais en vérité, c'est des fausses allégations parce que c'est pas parce que demain tu vas taxer l'immobilier que tu vas le rendre plus fluide en fait. Les gens qui ont envie d'acheter de l'immobilier, ils continueront à acheter de l'immobilier. La vérité, c'est que il faut changer notre rapport à l'argent pour changer la façon dont on va dépenser notre argent. Parce que à un moment donné, on va en parler, il va falloir le dépenser. Alors, je vais regarder un peu vos réactions, si mon écran veut bien se mettre, et on va avancer dans l'émission, si tu veux bien. Alors, la France a la culture de l'épargne, les USA, c'est ce que on est d'accord. Oh, regarde. D'ailleurs, salut Nico, dégoûté, je suis pas sur Martigues aujourd'hui. Je t'aurais bien invité à manger les meilleurs sushis de la ville. Ah putain, alors Hitch, là, si tu me prends par les sentiments, je serais bien venu les manger. Hein. Première fois que j'arrive à écouter le live. Ben, super Guillaume, viens avec nous, ça va être cool. Participe Guillaume, si tu es là, participe, pose des questions, interagis avec nous, ça va être intéressant. Un ex-parlant, Trump a donné de la monnaie hélicoptère aux ménages gagnant moins de 80 000 euros par an. Donc en US, si tu gagnes moins de 5 000 $ par mois, tu es considéré comme modeste. Alors, c'est un exemple très parlant, effectivement. Et l'autre extrême, une candidate démocrate propose un impôt sur les riches de 1 ou 2%, et je crois que c'est à partir de 50 millions de patrimoine. On n'a pas les mêmes fourchettes de riches et pauvres. Salut, super, merci. Je cumule plusieurs emplois grâce à la réserve de gendarmerie. Effectivement, j'en parle. En plus de je parle de ça dans mon programme de fiscalité. Il y a effectivement des solutions pour cumuler les emplois en France. Mais regarde, on va en parler. Alors, on va parler de ce que dit Oriane. Je trouve que c'est très intéressant, effectivement, de cet écart entre les pays. Et de toute façon, quand tu bascules sur le système anglo-saxon, tu te rends compte qu'en France, on n'a aucune idée, mais vraiment. Moi, le jour où j'ai découvert ça, j'ai pris un énorme choc dans ma tête. J'avais une vision de la richesse, j'avais une vision de la richesse tant que j'étais en lien qu'avec des Français. À un moment donné, j'ai élargi mon champ de vision avec l'extérieur et j'ai pris un énorme choc. C'est-à-dire que là, quand tu commences à t'élargir sur des points extérieurs, tu commences à te rendre compte qu'il y a des gens qui font du 100 000 euros par mois. Voilà. Et là, tu commences à te dire, ouais, effectivement. Alors, j'avais des notions, comme je l'expliquais dans mon livre, j'ai fréquenté des footballeurs professionnels, mais c'est vrai que c'est marrant d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, Oriane, c'est un problème culturel aussi. La culture française, elle va avoir tendance à sous-entendre la façon dont est organisée la France. On a cette sensation que ceux qui gagnent de l'argent sont soit des célébrités, soit des joueurs de foot, soit des gagnants du loto. Et qu'il n'y a pas d'autre option, en fait. Ce qui est faux, hein, bien évidemment. Mais c'est ce qu'on a tendance à croire. Et on ne mesure pas réellement, d'abord, premièrement, la capacité qu'on a nous-mêmes à pouvoir le faire.
Ça, c'est vraiment important de l'entendre. Hein. Tu me regardes aujourd'hui, tu es capable de générer des sommes complètement démesurées, en fait. Le problème, c'est qu'après, pour y arriver, il va te falloir bosser, on va pas se mentir. Et pas bosser dans le sens travailler comme un idiot seul chez toi. Non. Bosser sur toi, en fait. Parce que nos cultures nous influencent. Et là, je ne parle pas de la culture de l'argent, je parle de la culture en général. Notre culture générale nous influence. Et si tu veux te défaire de cette influence, il va falloir commencer à fréquenter d'autres personnes pour arriver à justement ouvrir ton horizon et te dire « Ah oui, en fait, je peux gagner plus. » Sérieux, avant la fin, je vais aller m'en resservir un. Vous n'allez pas m'en vouloir. Aujourd'hui, vous avez vu, mes médicaments, jour après jour, font de plus en plus d'effet. J'ai repris, mais bon, je vous raconte ma vie. Hein, mais... Donc là, je vais me resservir un thé parce que c'est vraiment trop bon. Donc, effectivement, nos cultures nous influencent. Il faut arriver à nous en détacher. Et comme tu le dis, il y a un énorme écart. Et c'est marrant parce que tel que j'ai présenté le tableau, tel que l'écart se trouve en fait. C'est-à-dire que quand on parle de l'Europe, pour moi, dans l'Europe, il n'y a pas la Russie. Et la Russie, je la situerai d'ailleurs un petit peu ici aussi, tu vois. Elle est un peu de ce côté-là. Et ici, au niveau des anglo-saxons, tu as l'Angleterre qui peut déjà te donner des prémices et des notions de ce qu'est des gros revenus. Mais on est surtout, pour moi, au niveau de tout ce qui est USA et Australie, tout ce type de pays qui vont avoir vraiment un degré bien supérieur. L'écart les revenus que tu vas trouver, les revenus qu'on va trouver ici et les revenus qu'on va trouver là n'ont aucune commune mesure avec les revenus qu'on va trouver ici. Les seuls endroits francophones où tu vas pouvoir aborder des fortunes de l'ordre de celles que Oriane évoque, c'est en Suisse, qui est d'ailleurs qui est pour moi carrément le cas à part européen, la Suisse, qui est non seulement pour moi un cas à part, mais aussi un cas d'école, parce qu'il faut savoir que, je l'ai dit plusieurs fois, je ne veux plus vous dire de bêtises, mais je crois que c'est au niveau de l'entre-deux-guerres, la Suisse et la France étaient au même point. Et il faut que vous sachiez que ce qu'on appelle, il y a une chose qu'on vous dira jamais, qui a jamais été dit, moi quand on me l'a dit et que j'ai commencé à le travailler, à le regarder, ça m'a choqué. Les 30 Glorieuses, c'est une période fiscale française très légère. Il y avait très peu de taxes pendant les 30 Glorieuses. Et ce que la France a complètement oublié, occulté et que je ne sais pour quelle raison elle ne veut pas prendre en considération, c'est que là où il y a de la taxe, il n'y a pas de circulation de l'argent. Là où l'argent va à l'État, il ne va pas dans les poches du contribuable et le contribuable ne le dépense pas. C'est ce que, et je m'excuse de vous le dire, encore une fois, je suis apolitique et je m'en fiche des Jean-François, mais Jean-François Macron, quand il a parlé de supprimer, parce qu'au départ, il voulait supprimer complètement l'ISF, ça aurait eu un effet différent de ce que les gens imaginent. C'est-à-dire que tous ceux qui payent l'ISF et qui sont en France, devinez quoi, ils dépensent leur argent en France. Bien évidemment, ils voyagent, on voyage tous. Mais le gros de ta dépense, il est sur ton lieu de résidence. Donc, si tu veux, on n'a pas eu, Jean-François n'a pas pu le faire, donc on a eu l'IFI à la place, qui ne fait pas nos affaires à nous, puisque l'IFI, c'est purement et simplement qu'un ISF que sur l'immobilier, en fait. C'est-à-dire qu'il a supprimé l'ISF sur tout ce qui était capitaux mobiliers, donc bourse, placement financier, en mettant ce qu'on appelle une flat tax à 30%, et il a, en parallèle, conservé le système au niveau de la valorisation du capital avec un système d'imposition en fonction de la valeur de ce que possède le contribuable, ce qui vient directement taxer les contribuables comme nous. Ce qui est intéressant dans ce que dit Oriane, c'est qu'effectivement, les États-Unis pensent à mettre des taxes sur les très hauts revenus à plus de 50 millions. Il faut savoir que chez nous, l'ISF commence à 1,4 million. Je veux dire, je te le dis comme je le pense, quand tu as 1,4 million de patrimoine, rassure-toi, tu n'es pas riche. T'es au mieux, tu es juste ce que moi je trouve être le Français moyen des années 80 qui pouvait partir au ski et tout ça. Alors oui, plus, avec un certain confort, si l'argent est correctement placé, bien optimisé, tu vas avoir des revenus qui vont être de l'ordre des 5 à 10 000 euros par mois. Et encore, ça dépend vraiment de la répartition de ton patrimoine, parce que si effectivement tu as une énorme résidence principale, bon, on n'est pas sur des revenus comme ça. À prendre avec des pincettes ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que 1,4 million, je suis désolé, t'es pas riche. Tu peux croire, toi, de l'autre côté de ton écran, que je te dis ça pour me foutre de toi, mais je le pense très sincèrement. Je t'assure qu'avec 1,4 million en France, les revenus qui vont avec, même si tout ton patrimoine est placé, tu gagnes bien ta vie. Mais comme il faut opposer à ça la fiscalité, selon le montage que tu as, et comme je te dis, la répartition de ton argent, réfléchis 2 secondes, tu verras que au final, tu gagnes bien ta vie, t'es pas à plaindre, mais c'est pas ouf, quoi. On est loin, comme dit Oriane, des 50 millions d'euros de patrimoine.
Définitivement, je vais aller me reprendre un thé glacé. Alors, on va revenir sur ce que disait Olivier rapidement, parce que c'était ça au départ, je me suis complètement égaré dans ma réflexion. Effectivement, en France, il y a quand même une solution, et je t'avais dit que ça serait intéressant, parce que ça allait faire un peu le pendant avec lotier. Par exemple, tu es salarié. Alors, selon le travail que tu fais, si tu es fonctionnaire, il faudra l'accord de la structure de laquelle tu dépends, mais tu peux devenir soit auto-entrepreneur, soit agent co, soit créer une structure et grâce à tout ça, tu vas pouvoir générer un deuxième revenu. Et là, effectivement, ça va commencer à devenir intéressant. Il y a un double intérêt à faire ça, c'est-à-dire qu'en tant que salarié, tu vas avoir des cotisations, je vais mettre juste un C, des cotisations salariales, ce qui va ici, tant que tu auras ces cotisations salariales, t'exempter de les payer. Attention, bien évidemment, le jour où tu quittes ton emploi, en France, on est obligé de cotiser, donc tu rebascules sur un système de cotisation avec ce qu'on appelle des charges sociales. Donc, ça veut dire que sur ton salaire, tu vas devoir payer à l'État la couverture sociale du pays. Mais tant que tu es salarié et que tu as une structure en parallèle, tu n'as pas le droit en France. La double imposition est interdite. Et donc, en fait, très clairement, tu vas pouvoir faire ça. Chez Lotier, on accompagne les mandataires soit en auto-entrepreneur, soit en agent co, ce qui leur permet pour certains de garder leur travail tout en lançant une seconde activité pour qu'à un moment donné, si tout se passe bien et que la bascule se fait, eh bien, ils puissent basculer de l'autre côté. L'avantage de ces structures-là, notamment auto-entrepreneur, moi, ce que j'affectionne dans ce type de montage, c'est le fait que c'est relativement simple. L'auto-entrepreneuriat, tu peux avoir un prélèvement forfaitaire qui va être de 27 ou 30%, j'ai plus les montants en tête. Et en gros, tu es payé, tu enlèves cette partie qui est les taxes qui sont dues et tu ne dois plus rien à personne, ce qui reste est pour toi. Bien évidemment, agent co et les structures, donc la structure, je ne te donne pas les noms, hein. Je suis pas là pour te faire un truc embêtant et tout ça, mais SARL, URL, SAS, SASU, enfin toutes les structures qui existent. Plus tu vas monter, plus ça se complexifie, plus tu as de possibilités, plus tu passes aussi dans un autre système, on va dire. L'auto-entreprise, ça reste pour moi le premier pas, la première étape de quelque chose qui va devenir plus grand. Et je le souhaite d'ailleurs pour tous ceux qui le font. Donc, c'est pas vrai. En France, ça n'est pas impossible d'avoir plusieurs boulots. Mais enfin, par contre, ce qui est impossible, c'est quelqu'un qui voudrait avoir 2 contrats de travail. Ça, en France, ça n'est pas possible. Tu n'as pas le droit d'avoir 2 CDI de 35 heures. Tu n'as pas le droit d'avoir 2 employeurs salariés. Ce que tu as le droit de faire, par contre, c'est d'avoir, par exemple, allez, on va dire 2 17 heures. 2 mi-temps que tu vas partager. Là, tu peux arriver à le faire. Tu as des systèmes hybrides comme le portage salarial. On n'en parle jamais assez. C'est quelque chose qui est souvent mis à l'écart, qui est un très bon système que je peux aussi recommander, qui va te permettre quelque part de te situer entre les 2 systèmes et d'arriver pour certains à trouver un équilibre intéressant. Mais au demeurant, voilà, c'est quand même assez compliqué. Enfin, comme le dit Olivier, tu vas avoir tous les, comment je vais appeler ça, tu vas avoir tous les boulots dits un petit peu particuliers, gendarmes réservistes, militaires réservistes, où là, on est à tous les niveaux dans un cadre fiscal différent. C'est-à-dire que même au niveau de tes impôts, c'est une autre case de revenus parce que tu rends un service et que donc c'est cumulable. Et là, ça n'apparaît nulle part ici pour la simple et bonne raison que ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire que tu es salarié, tu vends tes services à un organisme tiers qui, en échange de, par exemple, gendarme réserviste, te propose une situation fiscale différente parce que ça n'est pas un métier, c'est de l'aide à l'État. Parce que tu le sais, sans doute, je t'apprends rien, l'État, par tous les moyens, cherche à optimiser. Lui aussi, hein, l'État a un besoin de recettes et il cherche à optimiser sa situation générale. Voilà. C'est intéressant, tu vois, de voir que tout ça est possible. C'est cet argent disponible en plus que je suis prêt à perdre quand j'ai mis dans les cryptos. Ben voilà, Guillaume. C'est exactement comme ça qu'il faut réagir. C'est exactement comme ça qu'il faut réagir. Après, plus ton patrimoine grossit, plus tu peux perdre de l'argent. Hein, c'est le principe. Hein. Une inflation n'est-elle pas sur le point d'advenir, voire une hyperinflation? Mais c'est en train, à mon avis, on le sait tous. Hein. C'est ce qui va arriver. Mais là, c'est pareil. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Les 30 Glorieuses, c'était une période hyperinflationniste.
bon, cumulé avec des taxes très faibles, ce qui n'est pas le cas actuellement. Tout ça fait qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, le mélange. C'est assez mystérieux pour tout le monde. Mais pour moi, si, je suis d'accord avec toi, on va vers une période hyper inflationniste. On n'a qu'à voir ce qui se passe avec l'argent qu'on a sur les comptes et on comprend qu'on a quand même un problème. Voilà, c'est mon avis. Après, je ne connais pas l'avenir. Attention, j'ai tendance à croire que c'est ça qui va se passer. Maintenant, je ne connais pas l'avenir. On a les mêmes notions quand on nage dans un bocal ou quand on navigue dans l'océan. On ne peut pas imaginer son étendue car on n'en voit pas la fin. Je suis complètement d'accord avec toi. Non, je pense perso, mais la vraie question est l'inflation va-t-elle être durable? Si oui, good luck et à la BCE & Co. Ouais, c'est certain que après on ne sait pas. Moi, je pense que honnêtement, personne ne sait parce que l'humanité a connu plein de crises. Elle connaîtra encore plein de crises. Les crises sont toutes différentes. Il y en a qui sont très graves et qui finissent en guerre. Il y en a qui sont beaucoup moins graves. Notre monde a quand même beaucoup changé. On a des moyens de communication. On est très interconnectés. Ce qu'on appelait dans les années 80 la mondialisation, d'une façon assez insinueuse, est arrivée bien au-delà de ce qu'on imaginait. On s'en rend compte aujourd'hui, je pense. Et je crois que la vérité, c'est que personne ne sait ce qui va se passer. Personne, même pas moi. On peut que essayer de faire ce qu'on croit et ce qu'on pense être bien. Et puis, on découvre ensemble ce qui se passe, quoi. Voilà. Moi, en tout cas, mon choix, c'est de continuer à investir. Et je continue d'investir. Ça reste mon avis, ça reste mes positions. Bonjour à tous, salut. Qui a tué Kenny? Super podcast. Ben merci, ça me fait super plaisir. Hein. Continuez, c'est super cool. J'ai adoré moi aussi faire ce podcast. J'avais vraiment vu cette émission il y a longtemps sur Vanessa. J'avais adoré parce que je trouve qu'elle représente vraiment, son histoire, c'est vraiment le parcours type de l'entrepreneuriat avec ses hauts, avec ses bas. Pour une fois, mes amis journalistes, que parfois j'aime, que parfois je déteste, avaient vraiment bien fait leur travail parce qu'ils avaient réussi à capter tout, en tout cas tout ce qui me semble être un parcours entrepreneurial et que tout entrepreneur devrait avoir la notion avant de se lancer parce qu'effectivement, il y a des joies, il y a des peines et il faut être capable de traverser tout ça. Au demeurant, si quelqu'un la connaît, c'est avec grand plaisir que je ferai un podcast avec elle. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir son recul sur tout ça aujourd'hui parce que ça date d'il y a bientôt 10 ans. 10 ans après, Vanessa, qu'es-tu devenue? On est le pays des RTT. Ok, mais comment expliques-tu qu'à l'étranger, les Français sont parmi les plus bosseurs? C'est valable dans tous les secteurs. Complètement. Et alors là, je suis super content que tu me parles de ça, Hervé. Ils changent de mentalité en changeant de pays où ce sont les meilleurs qui partent. Tu sais quoi, Hervé? Je vais aller me servir, je vais quitter l'écran 2 secondes. Je vais aller me servir un pot d'ice tea pour répondre à ça. Je vais vous demander de patienter quelques secondes. J'arrive, je me sers de l'ice tea et je vais te répondre. Ça m'intéresse vraiment. J'arrive. Restez là, bougez pas. Je suis toujours là. Vous me voyez juste pas. Je me balade dans mes bureaux parce que j'ai soif. J'ai le droit. Alors, est-ce que… En plus, entre-temps, il s'est rafraîchi. Je ne vous raconte pas. Si vous avez du thé, buvez-en, c'est le moment. Alors, Hervé me dit que… Alors, déjà, je vais abonder dans ton sens, Hervé. Effectivement, tu as raison. Les Français à l'étranger, à l'extérieur, sont reconnus pour être vraiment très bons. Est-ce que ce sont les meilleurs qui partent? Est-ce que c'est en partant qu'ils découvrent je ne sais quoi? Moi, je pense que je ne vais pas utiliser le tableau, quoique si peut-être. Moi, j'ai plusieurs théories à ce sujet. Je vais te donner mon opinion. Ça ne restera que mon humble avis et je n'ai pas prétention à avoir la réponse à cette question, mais je vais te donner mon opinion. Déjà, pour partir, il faut du courage. Donc déjà, ça dénote d'un trait de caractère. Ce trait de caractère, c'est le courage. On sait que ceux qui partent ont du courage. Souvent, les personnes auxquelles tu fais référence, comme tu le dis, sont des entrepreneurs. Les gens qui partent et qui entreprennent à l'étranger le font en ayant entrepris en France. Et là, on a 2 grands cas de figure. On a ceux qui ont réussi et qui partent par challenge parce que, de façon tout à fait inhérente au système français, ils sont arrivés à ce qu'on peut appeler un effet de seuil, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un point où ils ont encore de la marge de progression. Je t'invite à écouter le podcast sur Drahi où il illustre parfaitement cet effet, c'est-à-dire que en France, il est arrivé au max de ce qu'il peut faire. Je parle de Drahi. Et comme il l'explique, il va pouvoir aller chercher
quelques encore pourcentage de parts sur le marché, mais ça représente que quelques millions. Quand il est allé aux États-Unis, 3% ou un pourcentage très faible des parts de marché américains, ça représente un paquet de millions en fait. Et donc en fait, si tu veux, un entrepreneur, c'est quoi? C'est un mec qui veut tout le temps évoluer. Pourquoi? Et là, je vais transposer à moi modestement. Tu m'excuses de faire ça, mais c'est pas pour parler de moi, c'est juste pour te parler de ce que moi je pense parce que c'est ce que je vis aussi. Pourquoi j'ai envie d'aller à l'étranger? Parce que j'ai aussi envie de voir si ma marge de progression à l'étranger ne serait pas plus grosse que ce qu'elle est aujourd'hui en France. Et j'arrive à cet effet de seuil qui, je pense, j'ai les outils pour le dépasser, je suis en train de le dépasser, mais j'ai conscience que la marge de progression restante, elle n'est pas aussi énorme que quand j'arrive dans un pays et que je pars du point zéro. Et si tu veux, regarde, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nos vies, c'est quoi? C'est une accumulation d'expériences. Cette expérience accumulée, je vais arrêter d'écrire en rouge parce qu'elle est importante, elle se traduit sur un marché par un résultat. Ce résultat que tu obtiens, il est inhérent à, entre autres, parmi tout un tas d'éléments que je vais te donner, mais la taille du marché. La taille du marché français, c'est quoi? Au max, on est 66, peut-être 67 millions maintenant, je n'ai pas regardé les chiffres, donc je ne vais pas dire de bêtises, je préfère m'engager sur 66 millions. On est sur 66 millions. La taille du marché américain, si je ne dis pas de bêtises, c'est 250 millions. Donc, tu comprends bien que à expérience même non équivalente, c'est-à-dire à expérience zéro aux États-Unis, par effet simplement de taille de marché, ta marge de progression, elle est X fois plus grande. Et c'est logique. Donc, qu'est-ce que je pense de ces personnes qui partent et qui entreprennent à l'étranger? Oui, je pense que tu as raison. Parmi ce lot-là, il y a les meilleurs. Oui, je ne vais pas me le cacher. J'ai tendance personnellement à le croire. Et je pense que malheureusement, notre système contribue à les faire partir. Et c'est une réalité. Et je pense, et ce que je vais te dire va peut-être te choquer, je pense que Jean-François Macron, en tout cas, je ne suis pas ce qu'il a fait, hein, mais dans ce que je vois qu'il a essayé de faire, parce que moi, je suis chef d'entreprise, je vois chaque année ce que je paye en impôts, je vois les évolutions. Je pense que Jean-François Macron a conscience de ça parce qu'il a baissé l'IS, il a essayé de mener des actions sur des points qui sont des points où, justement, il peut essayer, ça ne va pas changer les choses, mais il essaye en tout cas d'envoyer un message qui dit, voilà, regardez, on essaye de favoriser l'entrepreneuriat parce que je pense que tout le monde aujourd'hui a conscience que l'entrepreneuriat, je reviens au début de la vidéo, est une des réponses à la situation qu'on est en train de vivre. Vous l'avez compris, moi je vous le dis depuis le début, hein, l'immobilier, ce n'est pas une fin, c'est un moyen, mais le meilleur moyen d'avoir de l'argent, c'est de créer sa boîte. Hein. Moi, je vous propose et je vous parle tout le temps d'immobilier, c'est mon métier, c'est ce que j'aime, etc. Mais ne vous voilez pas la face. Je suis entrepreneur en immobilier et je suis investisseur en immobilier. Et je fais ces deux éléments-là. C'est-à-dire que quand j'achète et que je revends, je suis un entrepreneur. Quand je monte un réseau de mandataires immobiliers, je suis entrepreneur immobilier. Mais quand j'achète et que je loue, je suis investisseur. Et donc, il vous faut comprendre qu'il n'y a pas de secret en fait. Et quand les politiques essayent d'agir sur la fiscalité des entrepreneurs, ils essayent de leur envoyer un message qui dit « Regardez, on essaye de vous garder, on essaye de faire en sorte que vous ne partiez plus. » La suppression de l'ISF à proprement parler en le modifiant en IFI, c'était un message pour dire « Ne partez plus. » Donc, c'est clair que oui, je suis d'accord avec toi, les meilleurs s'en vont parce qu'il y a un moment donné, ce que ne comprennent pas les gens, la France, ce n'est pas une question de fiscalité, c'est un problème général. C'est-à-dire que le problème de la France, on en a parlé hier avec les APL, regarde, un mec comme moi, je ne veux plus avoir affaire à eux en fait. Parce que quand hier, il y a un membre du chat qui nous dit « il m'a fallu 4 ans pour avoir une réponse », 4 ans, ce n'est pas un délai. Quand moi, je livre un chantier et que les seuls qui sont en retard, c'est la régie des eaux qui, au lieu de mettre 4 ou 5 mois pour venir faire l'intervention, ils mettent 8 ou 9 mois et encore, ils ne sont pas sûrs. C'est pas possible en fait. C'est quoi ça, 8 ou 9 mois? Et il y a un moment donné, quand tu mets tout bout à bout, tu comprends que les meilleurs s'en vont. Les meilleurs, un entrepreneur, de toute façon, on a tous un petit peu le même profil. On veut que ça aille vite, on veut que ce soit efficace et on veut voir les résultats. Mais je pense que le dernier point est sans doute le plus important. On veut voir les résultats. On aime voir et apprécier que les résultats soient là. Donc en France, quand tu sais que pour avoir le résultat, parfois il faut attendre 9 mois pour une intervention de une journée, tu comprends pas en fait. Tu te dis, il se passe quoi entre le jour 1, le jour du début, et 9 mois après?
il fait quoi le dossier en fait? Il le pose à un endroit et ils attendent. Voilà, il y a un truc qui échappe à tout le monde, dont personne n'a une explication rationnelle et qui font qu'il y en a que certains s'en vont. J'ai un copain qui a créé une boîte dans un autre pays. Je l'ai un petit peu aidé sur certaines démarches et on était tous les deux choqués parce que le pays en question a annoncé une semaine de délai. Le lendemain matin, il avait déjà reçu le cabis, tout était dans sa boîte email, quoi. Même en France, ça s'est vachement amélioré et je peux t'en parler parce que je crée mes propres boîtes en France, je fais toutes les démarches administratives. Ça s'est vachement amélioré, ça va beaucoup plus vite qu'avant, mais tu tables sur 10-15 jours. Et quand, comme moi, parce que c'est nous qui avons créé mon agence immobilière, donc c'était mes papiers, ma carte T, ma carte G, quand tu crées des activités comme ça réglementées, mec, c'est du délire, quoi. C'est-à-dire que quand c'est réglementé, ça a été la carte G, ça a été la croix et la bannière. Pas pour l'avoir parce que je l'ai, mais pour tout mettre en place derrière. Donc, si tu veux, un mec qui a envie que ça boombe pas, quoi. Tu m'as compris, quoi. Après, voilà, ça reste mon opinion, je peux me tromper, tu débats avec moi, tu as compris l'idée. Mais j'ai quand même, voilà, et les Français, je te rejoins aussi. À l'étranger, on est très bon, on est reconnu pour notre sérieux et tout. Mais voilà, moi, par exemple, en France, j'ai très peu été employé. Le peu de personnes qui m'ont employé, comme ils m'ont dit, ben voilà, j'avais une façon de travailler qui était particulière, quoi. C'est clair qu'on est tous différents et je pense qu'on est quand même des bosseurs de façon globale. Beaucoup d'économistes US voient venir cette grosse inflation. Tant mieux pour les investisseurs IMO et chefs d'entreprise dans l'agroalimentaire. Je dirais, ah oui, je suis d'accord avec toi. Là, pour le coup, tu as tout à fait raison. En tout cas, tu vas mieux, tu n'as plus trop le rhume des foins. Ce n'était pas le rhume des foins, c'était mes allergies. Je suis allergique. Et en fait, on m'a changé mes médicaments et ils ne marchaient pas très bien. Du coup, pourquoi certains ont plus d'argent que d'autres? Effectivement, tu as raison, Oriane, de me recentrer. On va répondre maintenant à cette question. Je vais t'expliquer pourquoi certains ont plus d'argent que d'autres. Pour moi, il y a plusieurs raisons. Je ne vais pas te dire le nombre, je vais te donner les raisons que moi je vois et puis vous ajouter les raisons que vous voyez. Alors pourquoi, effectivement, tu as raison, pourquoi il y a des personnes qui ont plus d'argent que d'autres et pourquoi voilà, certains en ont beaucoup plus et certains en ont beaucoup moins. Alors la première raison que moi je vois, c'est le nombre de sources de revenus. Ça, c'est la première raison et indubitablement, dès que tu rencontres quelqu'un qui a de l'argent, et je pense que tu vas le confirmer avec moi, enfin que vous allez tous le confirmer avec moi, les gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas qu'une seule source de revenus. Alors, ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de sous-entendre qu'ils en ont forcément 10, je dis qu'ils n'en ont pas qu'une. Ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 10. Mais il n'y en a pas une. Ils ne dépendent pas que d'un seul élément. Et ils ont comme ça un ensemble de sources de revenus. Attention, je veux quand même vous amener une précision importante. Je vais vous parler d'Internet. J'en parle jamais. Je vais vous parler de la société Internet que j'ai, puisque vous le savez bien, hein, j'ai des formations. Vous allez sur la chaîne, donc vous imaginez que j'ai une société pour ça. Je vais vous prendre l'exemple de la société parce que je pense qu'il y a un gros malentendu là-dessous. C'est quoi des sources de revenus? Tu as plein de gens qui font des vidéos sur le sujet, qui te disent j'ai une boutique en ligne et j'ai X sources de revenus. Pour moi, si tu fais du dropshipping, par exemple, et que tu vends des petits canards jaunes pour la baignoire et des mugs, ben pour moi, en fait, si c'est du dropshipping, c'est la même chose. Par contre, je vais prendre le cas de ma société Internet, tu vois. On va faire MD, comme ça, c'est plus simple. Ça, c'est ma société Internet. D'un côté, elle vend des programmes en ligne et de l'autre côté, elle vend des livres. C'est deux business complètement différents parce que franchement, faire des livres, c'est pas du tout le même métier que vendre des programmes en ligne. J'ai des prestataires pour ce bouquin, comme par exemple, je le dis publiquement, hein, je galère depuis un certain temps pour que ce livre soit à Cultura. Depuis le début de cette semaine, je suis super heureux. Vous allez pouvoir trouver maintenant ce livre à Cultura. Ça aura été dur, mais j'aurai réussi. Mais ça, c'est un métier. C'est un métier d'édition. Ça, c'est des programmes en ligne. C'est un autre métier. Mais ça fait que ma société, elle a deux sources de revenus. Elle a une source de revenus qui est liée au livre, qui fait partie d'un élément. Elle a une deuxième source de revenus qui est liée aux formations, enfin à la formation, puisqu'il n'y en a qu'une que tu trouves sur le site. Donc, pour moi, c'est vachement important que tu comprennes que quand je te dis que tu as plusieurs sources de revenus, tu as le droit d'avoir qu'une seule société, mais tu n'as pas le droit dans cette société de n'avoir qu'une seule source de revenus. Tu ne dois pas dépendre. En gros,
quand on parle de source de revenus, pour moi, je vais effacer tout ça parce que c'est pas très intéressant. Moi, je parle ici de système. Je vais plutôt appeler ça des systèmes de revenus. Parce que, et c'est pour ça que je t'ai pris l'exemple du livre, parce que pour moi, je trouve que c'est parlant. Le système de distribution, la mise en place de vente d'un livre, c'est un système très différent. Je travaille avec la Fnac, je travaille avec Amazon, je travaille avec des libraires. C'est un système en soi qui est très différent du système avec lequel je travaille pour les formations en ligne. Et donc toi, ton but ici, c'est d'avoir plusieurs systèmes. Et c'est important pourquoi? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont de l'argent et d'autres pas, parce qu'un système, ça s'arrête toujours. Ils ont toujours une durée de vie. Et quand le système s'arrête, le but, c'est que le deuxième, le troisième, le quatrième prennent le relais pour te laisser le temps de t'en remettre. Et c'est vraiment une subtilité sur laquelle beaucoup de gens n'ont pas conscience. Sur la chaîne, tu vas trouver une vidéo sur McDonald's. McDonald's, c'est pareil. Pourquoi McDonald's est devenu McDonald's? Parce qu'il avait deux systèmes. Le premier système que tout le monde voit, c'est je vends des hamburgers. Le deuxième système que personne voit, c'est je loue à mes franchisés les murs de mes restaurants. Et donc, tu vois bien que si l'un s'effondre, l'autre prend le relais. Et si les deux marchent, la société explose. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Beaucoup de gens font une erreur quand on leur parle de source de revenus, à se dire que comme ils vendent un canard en dropshipping et comme ils vendent, je sais pas moi, comme je te disais, un mug en dropshipping, ils ont deux produits, donc deux sources de revenus. Mais c'est faux en fait, c'est le même système, c'est du dropshipping. C'est-à-dire, tu achètes à un endroit, tu revends à un autre, tu as toujours le même système. Par contre, je vais être franc avec toi, avoir deux systèmes, c'est dur. En avoir trois, c'est galère. Et plus tu en as, plus c'est dur à monter. Mais quand tu les maîtrises, après ça roule. Regarde, mon système pour les livres, il est en place. Parce que c'est celui-là avec lequel c'est avec Devenir riche sans argent que j'ai construit ce système. Maintenant, il y a un nouveau livre qui va arriver. Il va juste rentrer dans la même boîte. Comme le système est déjà prêt, j'ai plus qu'à mettre le livre dedans. Il va se distribuer tout seul. Le livre sur les SCI qui est jamais sorti au format papier, tac, il va se distribuer de la même façon. Et donc, si tu veux, la multiplicité de ces systèmes, une fois qu'elle est en place, une fois qu'elle est organisée, tu n'as plus qu'à les alimenter. Et après, ça se multiplie. Donc, fais très attention. Je ne te parle pas, quand on parle de source de revenus, sois vigilant. Parce que, voilà, il y a source et source de revenus. Et il faut vraiment les distinguer. Et il faut que ces systèmes se mettent en place et fonctionnent. Donc ça, c'est pour moi la première raison et la grande raison qui va faire la différence entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. La deuxième grande raison, vous la connaissez, j'arrête pas de vous la répéter, de vous la marteler, c'est la destination de l'argent. Si je l'écris mal, ça va pas le faire. Nicolas, destination. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne gagnent pas d'argent, ils n'ont pas d'endroit où mettre leur argent. Quand tu gagnes de l'argent, s'il va directement sur ton compte, ben devine quoi, tu le dépenses. En gros, ce qu'il faut, c'est que entre ces deux éléments-là, entre avant la dépense et après l'avoir gagné, ici, il faut que tu aies un élément où tu mets ton argent et que ce ne soit pas de l'épargne. Je précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont ici mettre de l'épargne et qui vont du coup mettre leur argent. Donc, je rajouterai aussi circulation. Si ton argent ne circule pas, tu n'en gagnes pas. Donc, prendre l'argent, le mettre sur un compte, c'est l'opposé de la circulation. Il est immobile, il est immobilisé pour le coup. Alors, tu vas me dire, en immobilier, c'est pareil? Non, parce qu'en immobilier, il te génère des intérêts. Et ces intérêts créent de la circulation. Donc, la deuxième raison, c'est ça. C'est que clairement, il y a plusieurs sources de revenus, une destination pour l'argent. Et déjà, rien que là, tu crées une énorme différence. Après, je vais essayer d'en trouver encore. Il y en a encore une que j'ai en tête. Et après, je vais voir un peu ce que vous allez me dire. Il y a, moi, ce que je vais apprendre, la compréhension. Donc, la compréhension, c'est quoi? C'est la façon dont les gens perçoivent, la façon dont tu vas percevoir, notamment les dépenses. Je vais l'écrire comme ça, je vais t'expliquer. L'investissement et de manière plus générale, les choix. Quand tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir des choix à faire. Et tu vas avoir, on a tous la même vie, hein. On a tous la même vie, hein. Que tu prennes Bill Gates, que tu prennes Warren Buffett, que tu prennes ton patron, que tu me prennes moi, que tu prennes ma mère, que tu prennes tout le monde, on a tous la même vie. C'est-à-dire que on a dans notre vie des dépenses, des investissements,
des choix, des informations qui nous arrivent et des choix qu'on doit en faire. Et ces choix, ils vont impliquer des conséquences. Le problème qu'il va y avoir, c'est que la plupart des gens vont faire des choix court-termistes. Donc toi, ton objectif, ça va être d'avoir cette capacité à faire des choix long-termistes. C'est très contre-intuitif, mais ça fait une énorme différence. Je vais te donner un exemple et tu vas comprendre. Le meilleur exemple pour moi, ça va être là, tu vois, actuellement, on a des opportunités de marché. Comme je t'expliquais, il y en a plein. Hein. Bourse, Bitcoin, immobilier, je ne vais pas te faire la liste. Tu vas avoir plein de gens on a tous la possibilité d'en tirer profit, tous, de la même façon. Mais je ne sais pas pourquoi, certains vont faire le choix d'en tirer profit et d'autres non. Et cette appréhension, compréhension du marché qu'on a tous qui est indépendante les uns des autres, elle va influencer nos choix. Et c'est vachement important d'avoir cette capacité à avoir une bonne vision d'ensemble. Je ne sais pas si ce point est très clair, mais en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une interprétation du marché très particulière. Et quand je parle du marché, je ne parle pas du marché immobilier, je parle de tous les marchés en général. Et ton travail en tant que personne et en tant que personne responsable de tes finances, c'est d'avoir cette capacité à te dire « je vais agir à l'encontre de la généralité ». Moi, qu'est-ce que je vous dis depuis le départ? Vendez vos maisons, achetez des commerces. C'est ce que la plupart des gens vous déconseillent de faire. Tout le monde te trouvera toutes les raisons actuelles pour ne pas acheter de commerce. Tout le monde te trouvera toutes les raisons actuelles pour ne pas vendre ta baraque. Moi, je te dis que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Après, quand le choix a l'air difficile, quand il est difficile, c'est souvent que c'est le choix qu'on doit faire. Je vais regarder un peu vos réactions. Je bois un petit peu d'Ice Tea, hein, et puis on avance. Oh là, j'ai un truc là. Je me régale. Faut pas que je le fasse tous les jours. Hein. Alors, Hervé, aux US, il n'y a pas de sécurité sociale. Il faut payer la scolarité. En prenant le prix du Big Mac pour évaluer un pays, on peut voir que la différence n'est pas si élevée que ça. Hervé, c'est vrai. J'ai vu beaucoup d'études sur la comparaison France-Amérique et il faut savoir que les deux sociétés en pourcentage produisent les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'un système ultralibéraliste comme les Américains ont exactement le même pourcentage de pauvres que la France. La seule différence, et tu en conviendras avec moi, c'est ce qu'a dit Oriane tout à l'heure, c'est qu'aux États-Unis, les riches sont beaucoup plus riches, les entreprises génèrent beaucoup plus d'argent qu'en France et qu'en termes de volume, ils sont plus impressionnants que nous, on est plus faibles qu'eux. De manière internationale, ils sont beaucoup plus présents que nous et les possibilités générales offertes aux États-Unis sont beaucoup plus grandes que nous. De la même façon, si tu dois réellement comparer les deux pays, c'est pas là-dessus que ça va se jouer. On a tendance en tant que Français à tout le temps parler de la sécurité sociale. Je suis désolé de te dire ça, Hervé, mais avec la crise du Covid, tu vas convenir avec moi que maintenant, on peut même plus parler de la qualité des hôpitaux français. Je pense que en termes de ridicule, on a été suffisamment bon pour comprendre que maintenant, c'est plus un enjeu. Enfin, moi, aujourd'hui, quand les gens me disent la France, tu te rends compte les hôpitaux par rapport aux États-Unis, ben ouais, regarde le Covid, quoi. Génial. Pourquoi on paye, quoi. Pour moi, la seule bonne réaction qu'on aurait dû avoir, ça aurait été un président qui arrive et qui nous dise écoutez, les gars, enfin, il n'aurait pas dit comme ça, mais ils auraient dit Français, Françaises, on est un des pays les plus lourds administrativement parlant, où on a beaucoup de contraintes, mais grâce à ça, aujourd'hui, avec le Covid, vous craignez rien. Tout va bien se passer. Ça aurait dû se passer que comme ça, en fait. Il n'y avait rien d'autre qui était acceptable. Moi, payer quand j'ai un service, ça ne me pose pas de problème. Payer quand tu n'as rien derrière, là, ça commence à me faire chier. C'est un problème de point de vue. Encore une fois, je ne critique pas, parce que comme je te dis, je pense que ces deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Après, la différence, c'est qu'aux États-Unis, d'ailleurs, j'aime pas dire les États-Unis parce que c'est péjoratif, dans les pays anglo-saxons, c'est plus fluide. Et cette fluidité, quand tu la connais ailleurs, tu veux plus la lâcher en fait. L'inertie française, et comme je vous le dis à chaque fois, elle est géniale pour les crises. C'est-à-dire que quand ça va mal, l'inertie française, elle est géniale parce que du coup, tu as le temps de voir venir. Moi, je vous l'ai dit et je le redis, la crise, vous ne l'aurez pas. À mon avis, on n'aura pas en France, pas avant la fin de l'année prochaine. On a largement le temps. Il y a une raison principale à ça, c'est qu'on a le couronnement du roi. Et vous savez que nos présidents, ils vont tout faire pour qu'il ne se passe rien pendant le couronnement, jusqu'au couronnement et au moins jusqu'à la fin de la première année du nouveau Jean-François mandaté avec la couronne sur la tête. Donc, jusqu'à la fin de l'année prochaine, on va avoir des turbulences et ça devrait bien se passer. Je ne suis pas prophète, j'espère me tromper, mais c'est pas bon en fait, parce qu'ils vont maintenir une économie artificielle et le mur peut être plus dur. Et regarde en 2008,
quand tu prends les 3 pays leaders, 4 pays leaders européens, on a été dans les derniers à reprendre un niveau d'activité normal. C'est-à-dire qu'en termes de… Les Anglais ont été les premiers, les Allemands, ça a été les deuxièmes. Je crois que l'Italie était les troisièmes et que nous, on était les quatrièmes ou les cinquièmes. Je ne me rappelle plus, il y avait un autre pays entre les deux. Mais en gros, on est très lent, quoi. On est très lent. Et ça, voilà. Donc, effectivement, France, États-Unis, pas de grosse différence. Mais voilà, écoute, c'est comme ça. Si on avait un système moins d'assistanat et de solidarité sociale, je pense que les gens se bougeraient plus le cul, donc bosseraient plus. Alors oui, mais il y a aussi un mais. Encore une fois, il n'y a pas de bonne situation. Notre système nous évite, par exemple, pour comparer avec les pays anglo-saxons, on a moins de misère dans les rues. Est-ce que ça veut dire que la misère n'existe pas? Je ne pense pas. Mais on a moins de misère visible aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, la misère est plus visible. Je ne pense pas qu'il y ait de système idéal. Je pense que l'être humain n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Moi, je pense que tout est sujet à amélioration et on est loin pour l'instant de la perfection. Ayant habité 3 ans en Nouvelle-Zélande et Australie, mes patrons n'aimaient pas les Français, feignants, voleurs, 3 petits points. Encore une fois, voilà, comme l'a dit tout à l'heure Hervé, il y a de tout, il y a de tout partout. Et je ne nie pas ce que tu dis, et puis tu le sais mieux que moi, tu y as été. Moi, j'ai pas été en Australie, j'ai pas été en Nouvelle-Zélande, mais je suis pas surpris, voilà, mais de tout. Regarde, tu prends les Allemands quand ils viennent en France, j'aime beaucoup les Allemands, mais quand ils sont en France, il y a des gens qui ont tendance à te dire qu'ils sont un peu moins respectueux que chez eux de l'environnement et des lieux où ils se trouvent. Bon, après, voilà, on va pas juger les uns et les autres par rapport à des retours qui représentent une fraction de leur vie. Heureusement, on n'est pas tous pareils et c'est ce qui compte. Loin de là, d'après moi, les Français sont les plus productifs au travail. Exactement ce que je pense aussi. C'est clairement ça. Les stats attirent les ambitieux, la France attire les assistés. C'est dommage pour notre pays. Donnez-nous notre brut en net sans assistanat. Vous verrez la différence de mindset des gens. Alors, je vais réagir à ça, c'est super intéressant. Oui, l'entrepreneuriat et l'investissement sont les seules solutions pour essayer comme Nico, l'argent qui ne va pas aux impôts vient dans l'économie réelle. Il faudrait créer une culture d'entrepreneuriat à la française. Alors moi, je serais le premier à avoir tendance à te dire que sur le principe, c'est une super idée de dire donnez-nous notre brut en net. Mais pareil, et là, c'est très intéressant ce qui s'est passé aux États-Unis. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. Aux États-Unis, ils ont constaté que les gens n'étaient pas sensibilisés à leur retraite, à leur avenir et qu'ils devaient faire des campagnes pour les inciter à épargner. Et la vérité, c'est que la réponse à ça, c'est que là où toi et moi, on aurait peut-être raison, c'est que si on donnait le brut en net à nos concitoyens, je suis certain qu'ils le dépenseraient. Par contre, je suis certain aussi que la plupart, arrivés à l'âge de la retraite, ils n'auraient pas bien compris en fait. C'est-à-dire qu'ils arriveraient à la retraite en n'ayant rien prévu, en ayant tout claqué et en se plaignant parce que finalement, ils n'auraient pas assez d'argent. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet à discussion parce que c'est là où réellement, je vais dire que la France, dans un certain sens, même si je trouve qu'à ce niveau-là aussi, on a des injustices, elle fait quand même bien son taf parce que au final, tu arrives à la retraite et tu es sûr d'avoir quelque chose. Aux États-Unis, si tu t'es pas occupé de toi, tu as nada, walou, et c'est là-bas où il y a le plus de seniors qui travaillent sur le marché réel. Alors, tu me diras après, là aussi, on a les deux écoles. Tu as des gens qui te disent que quand ils arrêtent de travailler, entre guillemets, ils n'ont plus de vie. Ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Et je serais bien mal placé pour émettre un jugement là-dessus. Je pense que c'est pas aussi simple. J'ai tendance à penser comme toi. J'avoue que j'ai tendance à passer comme toi. Je suis quelqu'un qui aime les responsabilités, qui aimerait pousser les gens à la responsabilité. Mais je pense que si on faisait ça comme ça, de but en blanc, avec juste une allocution qui dit, voilà, votre brut, c'est votre net, débrouillez-vous, ça marcherait pas. Et je pense que si tu n'avais pas effectivement toute une éducation, culture et un cadre autour de ça, en prenant les gens et en expliquant bien les conséquences d'encaisser son brut en net et de devoir gérer son argent, je pense qu'on aurait quand même beaucoup de déchets parce que on reste dans une société de consommation. Quand tu vois même moi, quand je vois ce que j'ai encore, et pourtant, crois-moi, j'ai beaucoup éliminé, j'ai beaucoup jeté, quand je vois ce qui me reste, là, on regardait le garage et on continue à le regarder. On se dit, mais il faut tout. Enfin, c'est ouf, quoi. Voilà, on est tous pareils. Ça pourrait être un sujet, l'inflation et l'IMO et l'impact sur les investissements. Effectivement, il faudrait que j'en fasse un sujet. Je note et on va aller voir ça. Tu peux même faire appel à des startups Frenchy pour obtenir ton extrait CABIS et créer ta structure juridique sociétale. La base pour commencer à investir en entrepreneuriat et l'urbain. McDonald's a créé par Ray Kroc et les deux frères. Mon métier, c'est l'IMO, disait déjà Ray Kroc dans les années 60. Aujourd'hui, avec la planche à billets, le digital, il est plus simple de créer et de faire prospérer le business. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je pense qu'on est dans une économie qui est très avantageuse pour nous. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais tu vois, il y avait Alex qui était avec moi en stage ici et je lui disais que si j'avais son âge avec tous les outils qu'ils ont, les jeunes aujourd'hui, ils réalisent pas
la chance qu'ils ont. Et le grand malheur de cette histoire aujourd'hui, c'est que, bon déjà, alors là je vais parler de la France, les médias français ont cette espèce de mauvaise tendance à répéter en permanence que tout va mal, alors que c'est pas vrai, que tout ne va pas mal. Il y a des industries qui se portent très bien et que la vérité, c'est que tu as des outils qui peuvent te permettre de t'en sortir largement. Aujourd'hui, ton téléphone portable te donne accès au monde entier et cet accès au monde, c'est aussi une opportunité pour faire des choses. Le vrai fond du problème, c'est que les jeunes actuellement, ils passent entre 7 et 10 heures sur leur portable. Je sais même pas comment c'est humainement possible et que ce temps qu'ils passent à consommer du contenu, ils ne le passent pas à produire. Et c'est très triste en fait que personne ne leur explique pas le fait que finalement c'est pas grave qu'ils passent autant de temps sur leur téléphone. Non, personne ne leur explique que leur téléphone pourrait servir à tellement d'autres choses aujourd'hui. Moi, mon téléphone, il me sert essentiellement pour mon boulot. Et franchement, quand je vois tout ce que j'arrive à faire avec mon téléphone, qui était juste pas réalisable, il y a même pas 10 ans de ça en arrière, voire 15 ans, je me dis que la plupart des gens passent à côté de quelque chose. D'ailleurs, je vais te donner une astuce qui est hyper intéressante. Tiens, regarde, je vais l'écrire, mais c'est grâce à toi, ça. La différence entre ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui n'en gagnent pas, c'est leur téléphone. D'accord? Il y a ceux qui gagnent de l'argent, ils ont des téléphones qui leur rapportent de l'argent. Je vais mettre un R pour rapporter. Et ceux qui ne gagnent pas d'argent, ils ont un téléphone qui leur coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'avec leur téléphone, ils vont aller acheter des trucs, dépenser leur argent, dépenser leur attention. Et il y a là aussi une énorme fracture. Moi, mon téléphone, il me sert à produire. Il ne me sert pas à consommer. Et on a vraiment, tu peux vraiment prendre ça comme exemple. Si aujourd'hui, sur ton téléphone, tu n'as que des applications de consommation, c'est que tu as un problème et qu'il va falloir que tu commences à mettre de l'ordre dans ta vie. Et il y a réellement une vraie distinction qui se fait. Moi, je vois 80% des gens autour de moi, ils ont des téléphones de consommation. Et les 20% qui restent, ils ont des téléphones pour produire. Et en plus, c'est marrant parce qu'au départ, que tu as un iPhone ou un Samsung, on a tous le même téléphone. Et c'est nous qui venons mettre les applications. Et c'est super intéressant d'aller voir les applications des uns et des autres et de te dire « Ah ouais, mais en fait, toi, ton téléphone, il te sert à consommer, essentiellement consommer. » Et du coup, ceux qui gagnent de l'argent, ils ont un téléphone qui sert à produire. Et c'est tout bête, mais effectivement, on a là encore un marqueur fort qui différencie ceux qui gagnent de ceux qui perdent de l'argent. Que penses-tu de la création d'un hôtel en Indonésie à l'étranger? Trop tôt ou justement le bon moment? Alors écoute, c'est très intéressant que tu me parles des hôtels. J'ai dans mon entourage, alors déjà nous, je vous le dis, hein, à titre indicatif pour ceux que ça intéresse, chez Lotier, on a des hôtels à vendre. On n'en parle pas, on ne parle pas forcément des biens, mais on a des hôtels à vendre. Donc si vous êtes intéressé par des hôtels, vous pouvez nous contacter. Vous allez sur le site et voilà. Et autour de moi, il y a des gens qui achètent des hôtels en ce moment parce qu'effectivement, c'est le moment. Le problème, c'est que les hôtels actuellement, il est multiple. C'est comme dans toutes les reprises de business. Est-ce que tu as l'argent de le reprendre ou pas? C'est une question bête, mais c'est une vraie question. Parce que très sincèrement, ça rentre en considération. Beaucoup de gens qui achètent des choses dont ils n'ont pas les moyens. Deuxièmement, moi, je vais te dire ce que je pense avec ce truc de l'étranger. Il y a deux façons de voir ton départ à l'étranger. Et les deux façons sont OK et je vais te demander de bien réfléchir à ce que je vais te dire. C'est un conseil personnel et c'est ma vision des choses. Et je pense que les deux conseils que je vais te donner sont des bons conseils, mais qu'après, il faut que tu les recadres par rapport à ta situation. Pour moi, quand tu vas à l'étranger, il n'y a que deux options. Soit tu n'as vraiment rien du tout en France et tu es entre guillemets free, c'est-à-dire que tu n'as rien. Tu as fait des trucs, tu as construit une vie, mais voilà, à la limite, tu as acheté ta maison, tu n'as pas réussi ta vie, tu n'as pas raté ta vie, tu n'as juste rien. C'est OK, hein, ce n'est pas un jugement que je te donne. C'est juste que ta vie en France, c'est juste de l'épargne sur un compte, une résidence principale, une vie normale. Tu as une vie normale. Et là, tu dis, je me barre, j'achète un hôtel en Indonésie, je tente l'aventure. Je pense que c'est un bon point de départ parce que du coup, entre guillemets, tu n'as rien à perdre en fait. Et tu vas vivre une aventure que tu ne revivras pas dans ta vie. Et je pense que là, oui, il faut le faire. Donc, tu vends ta maison, tu prends ton épargne, tu mets tes billes dans ton hôtel et tu te lances. Et je trouve que c'est méga cool. Après, il y a une deuxième situation qui est pour moi, tu as construit un truc, tu as réussi, ça marche. Tu arrives à un âge où tu te dis, bon, je peux encore continuer comme ça, mais j'ai pas fait le tour, mais j'ai en même temps plus de challenge. Je me challenge, je vais à l'étranger, j'ai de l'argent, je peux commencer à investir, je peux commencer à voir. Tu pars. Toutes les autres situations, je me garderai bien de donner un avis parce que
ben voilà, je vois des gens dans des situations précaires qui n'ont jamais eu réellement d'emploi, qui n'ont jamais réellement été à leur compte, qui n'ont jamais vraiment, tu vois, eu une vie stable pendant une période donnée et qui pensent qu'en partant, ils vont trouver la solution à leurs problèmes qu'ils avaient en France. Mais en vérité, si tu as des problèmes en France et que tu pars à l'étranger avec tes problèmes, tu as toujours tes problèmes. Et le fait d'aller à l'étranger ou d'aller un peu où tu as envie ne réglera rien à tes problèmes. Comme je vous l'ai déjà dit, l'avantage de la France, et c'est un avantage, j'ai critiqué la France tout à l'heure, mais la France a les avantages de ses inconvénients. Si tu as réussi en France, tu es Superman. Tu as des super pouvoirs parce que tu peux aller n'importe où ailleurs, ça sera plus simple. Donc, si tu bosses pareil qu'à l'étranger en étant en France et en ayant réussi en France, tu es sûr de réussir à l'étranger. Bon, barrière de la langue, problématiques d'implantation qui vont venir se greffer, mais rien d'insurmontable. Il y a des communautés françaises partout et c'est largement réalisable. Mais soyez d'ailleurs, je vous le dis à tous, soyez quand même à un moment donné assez honnête avec vous pour bien avoir conscience de cette notion de problème. Quels sont les problèmes dans vos vies? On a tous des problèmes. Hein. Moi, j'ai des problèmes dans ma vie. On a tous des problèmes dans nos vies. Il y a problème et problème. Moi, je vous parle de vrais problèmes existentiels. Je vois des gens qui parfois se font embrigader dans des histoires d'expatriation, qui ont plein de problèmes dans leur vie, des problèmes relativement importants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de stabilité, pas de vrai boulot, pas de vraie carrière, rien de réellement construit, qui s'imaginent qu'en partant, ils vont réussir leur vie parce qu'ils n'ont pas réussi ici. Parfois, ça marche et parfois, mon conseil est mauvais parce que des fois, c'est la meilleure chose à faire. Mais généralement, moi, de ce que je vois autour de moi, les gens qui partent sans avoir rien de bien préparé, ils finissent par revenir. Personnellement, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que si tu t'en vas, c'est pour, en tout cas, je te le souhaite, lancer un projet et le voir se réaliser. Et donc, j'aurais tendance personnellement à favoriser un départ préparé plutôt qu'un départ what again for. Alors, le meilleur moment pour créer son affaire n'est-il pas en période de crise? Alors, pour la reprendre, oui. Pour créer aussi, oui. Mais attention, j'insiste, avec un bon plan, une bonne direction et surtout un cadre qui va, enfin, voilà, en ayant préparé son truc. Mais bien sûr, moi, je pense que le mieux quand tu crées une boîte, c'est les moments difficiles parce que ça peut que aller mieux. Salut Gabi, j'espère que ça va. Mon téléphone me sert à écouter les lives de Popovic, je gagne de l'argent. C'est ça. Moi, le mien smartphone me sert à t'écouter Nico et à m'éclaircir donc les idées. Et ben voilà les gars, ça sert à ça les lives. Bon, les amis, vous arrivez un peu tous maintenant, je le vois bien, mais je suis désolé, je vous l'ai dit, aujourd'hui je pars à Martigues, c'est 13h, il va falloir que je vous laisse. Vous pourrez revoir la diffusion de ce live. Semaine prochaine, il va y avoir une grosse vidéo sur la chaîne. Le prochain live, lundi, on va faire en sorte qu'il soit lundi. Comment je vais faire? Vous suivez-moi sur Insta, je vous donnerai l'horaire du live de lundi. Je vais faire en sorte qu'il soit entre midi et 2, mais je dois aller sur un chantier. Normalement, ça devrait le faire, mais voilà, j'ai quand même un doute sur la journée de lundi. Semaine prochaine, donc lundi le live, mardi, on a le podcast. Mercredi, jeudi et vendredi, vous allez avoir mercredi la journée Le Bon Coin et jeudi et vendredi, il y aura un live et une grosse vidéo sur la chaîne très particulière sur une arnaque immobilière. Si elle est bonne et validée, elle sera aujourd'hui sur le groupe privé pour tous les membres de la formation. Semaine prochaine, les vidéos sur la formation 1 million arrivent pour les prises de photos immobilières. Une superbe formation d'une plus d'une heure et demie, bien technique, qui vous apprend à prendre des photos sans forcément être photographe. Et ça, c'est vraiment méga cool. Pour cette émission que j'avais envie de réaliser, je suis super content d'avoir parlé un peu de ce sujet qui est un sujet assez original pour la chaîne, l'argent, même si ça a un lien avec nous. N'hésitez pas à m'envoyer des sujets. J'ai vu tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire comment investir à 65 ans. Je ferai l'émission la semaine prochaine. C'est une vraie question. J'ai besoin d'un peu de réflexion sur le sujet. N'hésitez pas à m'envoyer des sujets d'émission si vous voulez que je les couvre. C'est avec grand plaisir. Merci à tous d'être présents. Pensez à liker, à partager. C'est ce qui m'aide le plus. J'ai contacté Vanessa. J'attends une réponse, Nico. Putain, génial. T'es trop fort, Mélie. J'ai enfin pris la formation 1 million. Ça me tarde de voir le groupe privé et de rencontrer tout le monde avec plaisir. Guillaume, normalement, tu es rentré dans le groupe privé hier. Je pense que c'est toi hier soir qui est rentré. Donc, c'est vraiment cool. Tu vas voir, tu vas pas le regretter. Allez, merci à tous. Je pars à Martigues pour une visite immobilière. Je mettrai des images, je pense, sur Instagram. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, après-midi. Bon week-end à tous.
Et on se dit à la semaine prochaine. Salut!